Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est le président arménien Armen Sarkissian. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous accorder cet entretien depuis Erevan en Arménie. C'est un plaisir de vous parler, Stéphanie. La guerre fait rage dans le Haut-Karabakh, une enclave en Azerbaïdjan majoritairement peuplée d'Arméniens. Une guerre qui oppose l'Azerbaïdjan et votre pays, Monsieur le Président, l'Arménie. Monsieur le Président, votre pays et l'Azerbaïdjan se sont convenus d'un nouveau cessez-le-feu samedi soir. C'était une nouvelle tentative. Le cessez-le-feu a à nouveau été violé. Pourquoi ? Eh bien, c'est une question qu'il faut poser à mes collègues azerbaïdjanais, aux autorités de l'Azerbaïdjan, et pas au côté arménien. La première question, c'est pourquoi, le 27 septembre, l'Azerbaïdjan a-t-elle déclenché une guerre contre la République d'Artsakh, contre le peuple du Haut-Karabakh. Bien entendu, l'Arménie, en tant que république, et les Arméniens du monde entier, y compris ceux de France, soutiennent le Haut-Karabakh. Donc la question est plutôt de savoir pourquoi avoir mis fin à un processus de paix qui dure depuis plus de 20 ans, mené par le groupe de Minsk de l'OSCE, présidé par la France, la Russie et les États-Unis. Les négociations ont duré depuis plus de 20 ans et étaient assez fructueuses. Dans une problématique aussi complexe, il y a des centaines et des centaines de questions. Et le processus de Minsk a efficacement résolu de nombreuses d'entre elles, a créé une forme de confiance. Et enfin, les quelques questions les plus importantes qui restaient à résoudre étaient en bonne voie de résolution. Elles nécessitaient de la volonté politique et des compromis. Mais le 27 septembre, l'Azerbaïdjan a déclenché une guerre. Et comme vous le savez, la Russie a ensuite négocié un cessez-le-feu qui a été rompu par l'Azerbaïdjan. Donc la question s'adresse à l'Azerbaïdjan. Pourquoi ont-ils déclenché cette guerre? Et pourquoi ont-ils rompu le cessez-le-feu? À chaque fois, la guerre a commencé par le bombardement de Stepanakert, la capitale de la République d'Artsakh. Et la troisième fois, je pense que la France et les coprésidents étaient impliqués pour créer un cessez-le-feu stable, mais l'Azerbaïdjan l'a à nouveau violé. On dirait qu'ils pensent pouvoir régler le conflit par la guerre plutôt qu'en discutant. D'accord, mais le ministre azerbaïdjanais de la Défense accuse l'Arménie d'attaquer les postes de l'armée azerbaïdjanaise dans deux régions au nord de la frontière avec le Haut-Karabakh. Alors, quelle est votre réponse à ces accusations? Je ne suis pas en position de répondre au ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan. Je pense qu'il a tort, mais vous pouvez poser la question à mon ministre de la Défense ou au ministre de la Défense de la République d'Artsakh. La Turquie et l'Azerbaïdjan, Monsieur le Président, nient le fait que la Turquie a envoyé des djihadistes syriens au Haut-Karabakh. Vous prétendez le contraire. En avez-vous la preuve, Monsieur le Président? Eh bien, vous demandez au président d'une république de donner des preuves. Premièrement, je ne pense pas que ce soit la bonne approche. Deuxièmement, les preuves sont là. Les combattants sont là. Ils ne sont pas seulement présents dans le Haut-Karabakh, ils étaient présents en Syrie, ils étaient présents en Libye, et maintenant, la même agence turque les a emmenés en Azerbaïdjan. Les preuves sont là. Il y a une différence entre cette guerre et la première du début des années 90. Il y avait à l'époque des combattants djihadistes d'Afghanistan et d'ailleurs, mais c'était un phénomène individuel. Cette fois-ci, ce sont des combattants islamistes appartenant à des groupes terroristes interdits dans de nombreux pays, y compris en France, qui sont maintenant sur le territoire de l'Azerbaïdjan et combattent les Arméniens d'Artsakh sous la houlette de la Turquie. Et je n'ai même pas besoin de donner des preuves, car différentes agences, différents États ou services de renseignement de certains États, dont ceux de la Fédération de Russie, le disent. Le chef du renseignement étranger russe l'a confirmé. Il y a des vidéos, des photos, des enregistrements audio, etc. Ce n'est pas une question de preuve.
Lorsque l'Azerbaïdjan ou la Turquie commencent à parler de preuves, ça me rappelle une autre histoire pour laquelle les Turcs aiment demander des preuves. Y a-t-il des preuves que 1,5 million d'Arméniens ont été tués il y a 105 ans dans le génocide arménien? Je suis désolé, mais lorsque 1,5 million de personnes ont été massacrées et qu'il y a eu un génocide, parlez maintenant de preuves, demandez à chaque famille de prouver qu'ils étaient présents et tués à cette époque, ce n'est pas la façon de procéder. On ne doit pas penser aux preuves, elles sont là. On doit penser à l'implication turque. Le fait, en réalité, que la Turquie combatte les Arméniens dans le Haut-Karabakh aux côtés de l'Azerbaïdjan. C'est un fait. Il y a des drones turcs, ils sont impliqués de manière active dans des activités militaires et non militaires car ils bombardent des civils. Et on parle de preuves. La question des preuves en elle-même nous détourne du problème principal. Pourquoi y a-t-il cette guerre? Et pourquoi l'Azerbaïdjan n'y met pas fin alors que la communauté internationale demande un cessez-le-feu, demande à tout le monde de revenir à la table des négociations et que la communauté internationale fait pression sur la Turquie pour sortir de ce conflit? Monsieur le Président, la Russie a signé un pacte de sécurité avec votre pays, mais a également des liens avec l'Azerbaïdjan. Êtes-vous en contact avec Vladimir Poutine? Qu'attendez-vous de la Russie? Tout d'abord, vous avez totalement raison. La Russie a un pacte politico-militaire avec l'Arménie, que nous avons signé avec eux, non pas pour une raison particulière, mais car la Russie a été et demeure un allié de l'Arménie. La Russie a prouvé historiquement que les relations entre nos deux pays sont essentielles pour les deux pays. Il y a une confiance mutuelle, c'est vrai. Ensuite, la Russie a aussi de bonnes relations avec l'Azerbaïdjan. De ce point de vue, et car la Russie n'est pas directement impliquée dans ce conflit, contrairement à la Turquie, la Russie peut devenir un médiateur impartial entre les deux parties. C'est ce que la Russie essaie de faire. Et il y a eu l'annonce et la décision politique prise par le président Poutine. Le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a rassemblé les deux ministres des Affaires étrangères de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Ils ont négocié pendant plus de 11 heures et ils ont signé un cessez-le-feu. Puis, le lendemain, les Azerbaïdjanais ont décidé de simplement l'ignorer. Ça montre, encore une fois, que les intérêts de l'Azerbaïdjan, et dans ce cas probablement même plutôt ceux de la Turquie, leur intérêt n'est pas de mettre un terme à la guerre, de mettre un terme au bombardement de civils, ou de revenir à la table des négociations pour résoudre le problème de manière pacifique. La Turquie a très probablement d'autres plans, d'autres idées, et voilà pourquoi la Turquie, la présence de la Turquie ne permet pas à l'Azerbaïdjan de respecter le cessez-le-feu. Pensez-vous que la Russie devrait intervenir militairement dans ce conflit? Pas du tout. Premièrement, les Arméniens du Haut-Karabakh ont prouvé, même pendant la guerre de 3 ans du début des années 90, qu'ils pouvaient défendre leur pays. Deuxièmement, ce que je demande ici, ce n'est pas d'impliquer la Russie, puis demain d'impliquer l'Iran et ensuite un autre pays tiers, et de faire en sorte que l'Arménie et l'Azerbaïdjan et le Caucase deviennent une autre Syrie. Non, ce que je demande ici, c'est plutôt que de parler de l'implication de la Russie, on doit parler de l'exclusion de la Turquie, qui a un rôle totalement destructeur ici. La Turquie déstabilise la problématique, elle a ajouté une nouvelle dimension à cette problématique qui n'a rien à voir avec les aspirations de la population de la République d'Artsakh ou du Haut-Karabakh qui veulent simplement vivre librement sur leur terre avec leur propre religion. Ils sont devenus des chrétiens arméniens. Ils veulent continuer à protéger leur pays, leur famille, alors que la Turquie a une autre approche, d'autres idées. Et ces idées ne sont pas seulement liées au Haut-Karabakh. Ce sont aussi des messages envoyés à l'Arménie et aux Arméniens du monde entier, mais également à l'Europe. Alors, pensez-vous que le groupe de Minsk est encore le bon forum pour négocier? Qu'attendez-vous de la France ou même de l'Europe, puisque vous en parlez?
Bien, analysons d'abord brièvement pourquoi la Turquie agit ainsi. Ils prétendent appartenir à la même ethnie que les Azerbaïdjanais, mais ils partagent la même ethnie avec bien d'autres nations qui sont bien éloignées de la Turquie. Deuxièmement, ils parlent de combattants du PKK, ce qui n'a aucun sens. Ils prétendent protéger des infrastructures internationales, des oléoducs, qui vont d'Azerbaïdjan en Turquie en passant par la Géorgie, qui n'a encore pas de sens. Si l'Arménie souhaitait s'attaquer à ces infrastructures, nous l'aurions fait il y a des années, il y a 20 ans, pour empêcher les Azerbaïdjanais de gagner des milliards d'euros pour ensuite acheter des armes et tuer des Arméniens. Leur intention réelle, probablement, et ce n'est pas uniquement mon analyse, c'est d'être présent en Azerbaïdjan, d'y rester et de prendre le contrôle du secteur énergétique. Regardez ce qui se passe depuis quelques années. La Turquie est en train d'essayer de contrôler les ressources énergétiques de la mer Caspienne, d'Asie centrale, qui sont exportées vers l'Europe, et ainsi prendre l'Europe du Sud en otage, comme ils l'ont fait avec la crise des réfugiés. Monsieur le Président, nous manquons de temps. Sur la communauté internationale. Alors, juste, le Haut-Karabakh, Je reviens à votre question. le Haut-Karabakh a pris contrôle de 7 régions très rapidement, Monsieur le Président, donc ils sont devenus une zone tampon dans les années 90. Est-ce que cette zone tampon pourrait être mise sur la table des négociations? Je parle de négociations, Monsieur le Président. Que proposez-vous? Très rapidement. Je serai bref. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité des Nations Unies se réunit. J'attends qu'une déclaration soit faite afin de faire pression sur la Turquie pour mettre un terme à son implication. J'attends de la part de l'OTAN et de l'Union européenne qu'elle fasse pression sur la Turquie et l'Azerbaïdjan pour qu'ils décrètent un cessez-le-feu. Une fois le cessez-le-feu décrété, tout sera négociable. C'était d'ailleurs le but du groupe de Minsk, avec 3 coprésidents pour négocier. Pour tout négocier. Ce dont vous venez de parler, les 7 régions, les 5 régions, etc. Et enfin, le plus important, c'est le statut final du Haut-Karabakh. Tout est sur la table, tout est négociable. Mais il y a une condition, une étape simple à franchir. Arrêter les combats et se réunir autour de la table des négociations. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et merci d'avoir regardé cet entretien sur France 24. À tout de suite pour plus d'informations.